Imaginez la France juste après la Seconde Guerre mondiale. Le pays se reconstruit, mais en coulisses, il est au bord de l'implosion. Il est secoué par des crises tellement violentes qu'elles vont carrément balayer un régime politique tout entier. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment la France a frôlé la guerre civile pour, au final, changer complètement de visage. C'est la question qu'on va se poser. Parce qu'on ne parle pas d'une petite crise politique passagère, non. Là, on parle d'une guerre, la guerre d'Algérie, qui va agir comme un véritable détonateur. C'est elle qui va mettre en lumière toutes les failles d'un système à bout de souffle et qui va forcer la France à se réinventer complètement. Bon, alors, allons-y. Pour comprendre comment tout a pu s'effondrer, il faut d'abord regarder ce qui n'allait pas. Et la 4e République, qui est née en 1946 sur les ruines de la guerre, avait, disons, quelques défauts de conception dès le départ. L'idée de base, c'était de donner un maximum de pouvoir au Parlement, à l'Assemblée nationale, pour être sûr de ne jamais revoir un pouvoir personnel trop fort comme celui de Pétain. Donc en gros, le gouvernement ne pouvait rien faire sans avoir la bénédiction des députés. Sur le papier, ça a l'air super démocratique, mais dans la pratique, c'était une toute autre paire de manches. Et voilà où le bât blesse. Le mode de scrutin, la proportionnelle, faisait qu'aucun parti n'avait jamais de majorité claire pour gouverner seul. Du coup, il fallait sans arrêt bricoler des alliances, des coalitions super fragiles entre des partis qui, la plupart du temps, ne s'entendaient sur rien. Le résultat, une instabilité permanente. Rendez-vous compte, en 12 ans, la 4e République a eu plus de 20 gouvernements. C'est juste énorme. Comment voulez-vous gérer des crises aussi graves que la décolonisation dans un tel bazar ? C'était mission impossible. Et la crise qui va tout faire sauter, l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres, c'est l'Algérie. Faut bien comprendre que l'Algérie, à l'époque, ce n'était pas vu comme une simple colonie. C'était des départements français, une partie de la France, où visaient plus d'1 million d'Européens. Alors forcément, quand la guerre éclate en 1954, elle va déchirer le pays comme aucune autre. Face à cette guerre, le système politique à Paris est complètement paralysé. Personne n'arrive à trancher. Est-ce qu'on négocie l'indépendance ou est-ce qu'on se bat jusqu'au bout pour garder l'Algérie française ? Cette valse-hésitation permanente rend tout le monde fou. L'armée sur place, les partisans de l'Algérie française, la situation devient littéralement explosive. Et la meilleure preuve que cette histoire n'est toujours pas digérée, c'est qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas une mémoire de la guerre d'Algérie, mais des mémoires qui s'affrontent. Chaque groupe a sa propre vérité, ses propres blessures, ses dates clés. Ça montre à quel point les cicatrices sont encore profondes des deux côtés de la Méditerranée. Pour que ça ne soit pas juste des mots, pour bien se rendre compte de la violence du truc, il faut parler d'une personne, Maurice Audin. C'était un prof de maths à Alger, communiste, qui militait pour l'indépendance. En 1957, il est arrêté par les parachutistes français. Et puis, plus rien. Il disparaît. Pendant des décennies, la version officielle de l'État a été « il s'est évadé ». Ce n'est qu'en 2018, plus de 60 ans plus tard, que la France a enfin reconnu la vérité. Maurice Audin a été torturé à mort par l'armée. Son histoire, à elle seule, résume toute la brutalité de cette guerre. Et tout ça, ça nous amène au point de rupture, mai 1958, le moment où tout bascule. À Alger, c'est l'insurrection. Des civils et des militaires prennent le pouvoir. Ils ont peur que Paris ne lâche l'Algérie. La situation est gravissime. On est au bord d'un coup d'État militaire. La rumeur court que les paras vont sauter sur Paris. La France retient son souffle. La guerre civile semble inévitable. Et dans ce chaos total, un nom revient sur toutes les lèvres. De Gaulle. Il est le seul qui semble capable d'empêcher le pire. Le président de la République de l'époque, René Coty, est au pied du mur. Il n'a plus qu'une seule carte à jouer, l'appeler au pouvoir. Mais attention, De Gaulle ne revient pas pour être un Premier ministre de plus. Non, non. Il pose une condition, et elle n'est pas négociable. On change les règles du jeu. On change la Constitution. Il veut en finir avec ce qu'il appelle le régime des partis et bâtir un État fort, un pouvoir stable, qui peut enfin prendre des décisions. Le changement de logique est radical. C'est un 180 degrés. Sous la 4e, le roi, c'était le Parlement. Avec la 5e, le vrai patron. La clé de voûte de tout le système, ça devient le président. L'objectif, l'obsession numéro 1, c'est la stabilité. Fini les gouvernements qui durent le temps d'un été. Il faut un chef, un cap clair. Et pour garantir cette stabilité, on donne au président de véritables super-pouvoirs. D'abord, il peut court-circuiter les députés en s'adressant directement au peuple par référendum. Ensuite, il devient le boss de l'armée et de la politique étrangère. Et surtout, il y a le fameux article 16, le plus fou. En cas de crise majeure, il peut prendre tous les pouvoirs. C'est tout simplement une révolution. Et le coup de force final, il arrive en 1962. De Gaulle vient de survivre de justesse à un attentat et il profite de l'émotion pour imposer par référendum une réforme capitale, l'élection du président au suffrage universel direct. En clair, c'est l'ensemble des Français qui l'élit. Et ça change tout.
Son pouvoir ne vient plus d'un arrangement entre partis, il vient directement du peuple. Ça lui donne une légitimité immense en béton armé. Évidemment, une telle concentration de pouvoir dans les mains d'un seul homme, ça ne plaît pas à tout le monde, loin de là. Les critiques pleuvent. Certains, comme un certain François Mitterrand, crient au coup d'État permanent. Mais l'expression qui va rester, c'est celle de monarchie présidentielle. L'idée est simple, on a juste remplacé un roi par un président qui en a tous les pouvoirs. Bon, maintenant que le pouvoir est stable à l'intérieur, De Gaulle a les mains libres pour appliquer sa vision pour la France à l'extérieur. C'est ce qu'on va appeler la politique de grandeur. L'idée est simple. La France ne doit plus être la remords des grandes puissances, surtout des États-Unis. Elle doit retrouver son rang, avoir sa propre voix dans le monde. Et cette politique, elle repose sur des piliers très clairs. D'abord, l'indépendance nationale, c'est une obsession. Et pour la garantir, il n'y a pas 36 solutions à l'époque. Il faut la bombe atomique, la fameuse force de frappe. Ensuite, l'Europe. Il est pour une Europe, mais une Europe des patries, où chaque nation reste souveraine. Pas question de se dissoudre dans un super État fédéral. Le but de tout ça, que la France redevienne un acteur mondial qui compte, une sorte de troisième voie entre les deux blocs américains et soviétiques. Et ce ne sont pas que des paroles en l'air. Les actes suivent, et ils sont spectaculaires. En 1960, bam, premier essai nucléaire français. En 1966, coup de tonnerre. La France claque la porte du commandement militaire de l'OTAN, un message très clair envoyé à Washington. Et puis, il y a le fameux non, par 2 fois, à l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun, car De Gaulle le voit comme le cheval de Troie des Américains en Europe. Donc pour résumer tout ça, la Ve République est vraiment l'enfant du chaos. Elle est née dans la douleur, au bord de la guerre civile, elle a été conçue comme un médicament, un remède de cheval contre l'instabilité chronique, et force est de constater que sur ce point, le pari a été gagné. Le pays a retrouvé une stabilité qui lui a permis de se moderniser et de peser à nouveau sur la scène internationale. Mais, et c'est toute la question qui reste aujourd'hui, plus de 60 ans plus tard, est-ce que ce système, qui a été taillé sur mesure pour un contexte de crise extrême et pour un homme providentiel, est toujours adapté aux défis du XXIe siècle? Cette concentration énorme du pouvoir entre les mains du président, est-ce que c'est encore une force ou est-ce que c'est devenu une faiblesse pour notre démocratie? Le débat est loin d'être terminé.